Nous sommes Gabi et Eni de la radio des Paquis, la radio des amis, la radio qui nous lie. Nous sommes aujourd'hui vendredi matin à 11h, une magnifique journée sur la plage des Bains des Paquis, où nous sommes pressants à une inauguration d'une exposition sur les pierres des bains. Et c'est intéressant ce qui va suivre. Écoutez. La UDP et le groupe Expo des Bains des Paquis sont vraiment très heureux d'accueillir cette exposition des pierres de la Jetée. C'est absolument remarquable. Je vous plante le décor et ensuite on lèvera le voile et les scientifiques pourront me rectifier et puis apporter la réalité palpable de tout ça. Il faut imaginer qu'ici, on était une mer tropicale. Une mer tropicale, voilà, tout simplement. Une mer chaude qui était là, mais qui allait peut-être dans toute l'Europe, enfin je ne sais pas. On était à une époque où c'était ici les tropiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à cette époque-là, je parle de temps qui sont immémoriaux. L'humain, bien entendu, n'était pas là. De loin pas. Eh bien, des sédiments, je dirais, d'origine organique, se sont posés au fond de cette mer boueuse. Et ils se sont fossilisés, tout simplement. Et encore des temps immémoriaux. Et puis, la mer se retire progressivement et émerge une terre ferme. On parle là du Jurassique supérieur, c'est-à-dire qu'on est à 150 millions d'années. Mais, nos petits bonhommes qui se sont fossilisés, oursins, crabes, gastéropodes, et j'en passe, eh bien, ils sont eux pris, évidemment, dans cette boue qui a séché. Et le calcaire qui a été mis pour les bains nous vient donc du Jura, ce calcaire qui vient du Jurassique supérieur. Ça fait 150 millions d'années. Il est venu dans des carrioles tirées par des bœufs, j'allais dire des buffles, pour apporter ces blocs. Voilà. Et ici, on marche sur des petits univers. Et ces petits univers, on les retrouve ici en 16 panneaux. Mais si ce n'était que ça, ça serait magnifique, intelligent et remarquable. Évidemment, c'est au-delà de ça. Parce que la vérité, c'est que c'est une chasse au trésor qui débute. Car en bas de chaque image, vous allez avoir un petit dessin et vous allez avoir un point qui vous permettra de retrouver le point qui est sur le sol. Et donc, l'origine même des images que vous voyez là, vous l'avez là. Alors j'imagine qu'après cela, nous qui sommes des usagers des Bains des Paquis, qui marchons avec une sorte de nonchalance et de naïveté presque coupable, eh bien là maintenant, on va faire attention. Parce que ces mollusques, ces gastéropodes, ces oursins, ces crabes, on peut les revoir, on peut les voir. C'est juste hallucinant. Et cet univers extraordinaire sur lequel on marche, il reflète en miroir la voûte céleste, puisqu'on fait partie d'un cosmos. Voilà, c'est ça la vérité. Alors, moi je vais maintenant que j'ai posé le décor avec toutes les erreurs possibles, je vais être rectifié par le professeur Wildy, qui est professeur honoraire en géologie de l'Université de Genève. Néanmoins, ça vous donne une idée de l'histoire qui est juste hallucinante, qui est une histoire que l'on vit au quotidien. Et maintenant, le rideau se lève et je vous passe la parole aux experts. Avec la différence que je dois baisser le micro, monsieur le président. Non, c'est bon. C'est bon ? Oui, mesdames et messieurs, vous avez déjà tout entendu, donc on passe à l'apéro. Mais juste avant, je vais quand même apporter quelques précisions et un tout petit peu de cadre. Regardez le beau panorama tout autour de nous, et mis à part quelques rares bâtiments. En fait, tous ces bâtiments de la ville de Genève, en béton armé, ont été construits avec de la pierre.
Donc on a apporté de quelque part et qui se trouvent maintenant ici. Les pierres qui ont été utilisées avant l'arrivée du chemin de fer, donc avant 1857-58, sont des pierres de la région, de la pierre de Meillerie, par la Molasse, etc. J'y reviendrai. Ce qui a été apporté après, ça vient très souvent d'ailleurs. Et cet ailleurs, ça va de Larvik, avec les larvikites de la façade de quelques grandes banques et magasins, donc en Norvège. Je parle pas des granites de l'Inde que vous trouvez à la gare, jusqu'au marbre de Carrare. Et on compte en ville de Genève à peu près une trentaine de localités différentes qui ont fourni des pierres pour la construction de cette ville. C'est absolument extraordinaire. Si vous allez à Lausanne, vous en trouvez une demi-douzaine. C'est là qu'on voit aussi que Genève est une ville riche. Bien, alors ici, si vous faites en tant que géologue le tour de la ville, s'ouvre à chaque pierre que vous voyez, s'ouvre une petite fenêtre de l'histoire de la Terre qui a trouvé son chemin jusqu'en ville de Genève. Et cette fenêtre ici, avec ce que j'appellerais le calcaire blanc, qui a fait tant de fondements, tant de bâtiments, par exemple, de la tour, des tours de la cathédrale, etc. C'est une des pierres locales. Alors, je reprends très brièvement l'histoire que vous avez déjà entendue. Donc, vous ouvrez la fenêtre et vous êtes devant une mer ressemblant aux mers des Caraïbes, 2000 km plus au sud. Et grâce à la tectonique des plaques, évidemment, Genève, si vous voulez, se trouvait à cet endroit-là. Alors, cette mer, elle s'étendait de quelque part en Afrique, à travers la mer Alpine, par le bassin genevois, le bassin parisien, jusqu'au bassin de Londres. Donc une énorme mer qui recouvrait les continents avec un niveau qui était peut-être une centaine de mètres plus haut qu'actuellement. Donc le continent était quasiment recouvert par cette mer, une mer à peut-être 25 à 30 degrés, 30 sans autre à la période chaude, avec une eau claire. Vous imaginez la couleur, vous n'avez qu'à regarder par là, c'était un peu du bleu verdâtre, très très transparent, mais avec des sortes de petits nuages à l'intérieur qu'on voyait. C'était ces algues, ce plancton qui poussait à l'intérieur de cette eau, plancton qui intégrait comme squelette intérieur des petites rosaces, des jolies petites figures en calcite, du nanoplancton ou des coccolithes comme on les appelle, et qui se sont ensuite déposés, comme le président l'a dit, et ont formé cette première boue au fond du lac, et qui ont ensuite été enfouis de plus en plus par les couches qui venaient par-dessus. En fait, le niveau marin est monté jusqu'il y a à peu près 80 millions d'années. Et à ce moment-là, la mer avait 250 mètres de plus qu'actuellement. Il faut vous imaginer ça. Je ne parle pas de changement climatique, vous pouvez deviner tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Puis, comme ça a été mentionné, donc la mer se retire lentement. Il y a 40 millions d'années, on est à sec. Ces boues qui étaient avant un peu, à moitié dures, se sont endurées. La roche s'est cimentée. Elle a commencé à se fracturer dès à peu près 30 millions d'années. On est toujours dans des millions d'années quand le Jura a vu ses premières rites se former. Et puis, c'est définitivement induré puis fracturé avec ces pellicules de dissolution, comme vous les voyez ici au numéro 6 par exemple, ces petits zigzags qu'on appelle des stylolithes. Et c'est ça, ce sont ces roches-là que les carriéristes, à l'époque on faisait d'autres carrières que de nos jours, ont trouvé au Moyen-Âge pour la construction de la ville de Genève.
Et c'est absolument monumental ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont amené comme roche avec ces colonnes de chars à bœufs. Il a dû y avoir un trafic incroyable entre Thoiry et la ville de Genève, où on a transporté ces énormes blocs. Ces blocs sont en partie, pèsent en partie autour d'une tonne. Quand vous allez en ville, vous en trouvez des encore plus grands. Donc c'était vraiment c'était un business lourd. Et c'est avec ça qu'on a construit la ville de Genève. Sur quoi je referme la fenêtre historique. Et maintenant, nous nous trouvons ici avec ces pierres magnifiques et les baigneurs qui viennent au Pâquis. Donc ils plongent dans l'eau. Ils sortent pour se sécher, pour bronzer sur ces pierres, et ils ont qu'à fermer leurs yeux, et ils sont de retour, en fait, dans une mer chaude des Caraïbes, tout en étant couchés sur le dos, au bain des Pâquis, et ils peuvent se faire l'économie de la queue, par exemple, à EasyJet, pour voyager. Ils ont tout le voyage gratuit, grâce à cette histoire un peu de la terre, de la géologie, de la digue des Pâquis. Voilà. Merci de votre attention. Ben oui, parce que vous avez complété. Moi, c'était un petit peu plus théâtral. C'est difficile de vous compléter. Oh. Mais bon. Faites attention, je suis sensible à la flatterie. Je vais maintenant vous présenter les commissaires d'exposition, que sont Barbara de Saussure et Eduardo Cohen. Alors juste un mot, si je m'autorise. On les a accompagnés, le groupe Expo les a accompagnés, Philippe Constantin, Lionel Gauthier et moi-même, pendant, disons, 1 an et demi à peu près, où on les a retrouvés à des étapes clés. Et ils ont avancé. Et on a vu l'immensité du travail qu'ils ont fait. Ils ont voulu documenter pour que cette exposition soit vraiment cadrée avec tous les scientifiques, que ce soit une réalité palpable. C'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas le croire, et pourtant c'est une réalité. Ils ont fait un travail immense et je voudrais les remercier pour ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour inaugurer cette exposition de près sur les pierres. Les pierres. Alors dans un soupir, là, je suis plus grande moi. Oui, alors voilà, les pierres. Alors dans un soupir, on pourrait se dire, ah, si les pierres pouvaient parler. Et pourtant, on n'imagine pas, puisque c'est quelque chose d'inerte, d'amorphe. Eh bien, pourtant, les pierres de la jetée des Pâquis, elles causent. Elles nous ont parlé tout d'abord par leur beauté. On a été très impressionnés par toute cette variété, ces dessins, ces couleurs, tous ces paysages imaginaires. Puis, elles nous ont raconté un tas d'histoires où il est toujours question de changement, que tout change, tout le temps. Alors effectivement, vous venez d'entendre qu'ici, c'était les Bahamas. Bon, aujourd'hui, c'est relativement facile à imaginer, je dois dire, mais qu'ensuite, eh bien, qu'il y avait toutes ces bêtes, ces oursins, ces crabes, ces mollusques de toutes sortes qui vivaient dans cette boue et qui ont vécu, qui ont déposé leur matière organique. Et pendant ce temps, n'oubliez pas, les dinosaures se baladaient par-dessus, parce que c'était à la même époque. Et donc, une fois que ces animaux se sont fossilisés, ils ont laissé des traces. Alors, vous pourrez venir admirer sur ce panneau, et le troisième là en particulier, les fossiles qui sont encore là par terre aujourd'hui et qui datent de cette époque. Et en plus, certains d'entre eux, qu'on appelle des fouisseurs, ils creusaient des galeries dans cette fameuse boue. Et si vous regardez le panneau 13 dans la première partie, vous avez les traces fossilisées des terriers de ces animaux. Alors vous pensez bien que tout ça nous a absolument enthousiasmés et qu'on a suivi, on a ensuite appris évidemment tous les autres changements qui se sont produits, la mer qui s'est retirée, les montagnes qui sont montées, qui ont emporté avec elles tout ce matériau, qui l'ont durci pour que ça devienne ces fameux calcaires blancs. Et une fois que ceci était installé, les changements n'ont pas cessé, parce qu'il y a eu d'innombrables changements climatiques qui se sont poursuivis après.
vous pouvez imaginer qu'ici, on était sous une couche de 700 mètres d'épaisseur de glace. Ça, c'était il y a 50 000 ans. Et donc, ces pierres ont également subi ce genre de changement. C'est quand cette glace s'est retirée que les humains sont arrivés et que petit à petit, eh bien, au fil des millénaires, ils ont appris à faire des constructions et qu'ils ont utilisé ces pierres et qu'ils les ont en particulier utilisées ici pour la construction de cette jetée. Alors vous saurez qu'il y a à peu près 350 de ces pierres sur cette jetée qui au départ était étroite, qui était bordée de toutes parts par 2 rangées de ces pierres. Ici, ça a été un petit peu abîmé par le béton, mais vous pouvez très bien voir la structure encore là-bas au fond. Et que eh bien, certains de ces blocs ont aussi été couchés, c'est-à-dire ces lignes que vous voyez, il faut vous visualiser parfois que c'était en fait des lignes horizontales et qui s'inscrivaient dans un plan, c'est-à-dire qu'au sein de la pierre, il y avait toute une série de creux et de bosses qui étaient parcourus par de l'eau et qui ont laissé ces dessins extraordinaires qu'on admire aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, plus de 150 ans ont passé. Et pendant ce temps-là, eh bien, ces pierres n'ont pas cessé de changer pour autant, puisqu'elles ont été attaquées par le vent, par des pluies plus ou moins acides, par les fientes des oiseaux. Et puis depuis quelques décennies maintenant, elles ont été attaquées, foulées par les pieds des passants. Il y en a plus d'1 million qui passent sur cette jetée chaque année. Donc elles ont acquis avec cela une certaine patine, elles ont encore changé. Et c'est pour ça qu'elles illustrent très bien les propos d'un philosophe grec qui a dit que rien n'est permanent sauf le changement. Et quand on est parti dans ce projet, Eduardo Cohen et moi, eh bien, on doit constater aujourd'hui que nous aussi, nous avons beaucoup changé. Nous nous sommes donc adressés aux responsables des bains des Paquis qui nous ont fait l'immense honneur d'accepter notre projet. Et avec eux, on est aussi entré dans toute une phase de changement et d'évolution du projet. Et c'est eux qui nous y ont incités. Ils nous ont incités aussi à acquérir et à élargir nos connaissances sur ce sujet. Ce que nous avons fait en allant dans les archives, puis ensuite frapper aux portes de toutes sortes d'administrations, institutions, musées. Et imaginez-vous que partout, on nous a ouvert grand la porte. Les gens nous ont accueillis avec enthousiasme et ont été très généreux de leur temps pour nous apprendre à connaître mieux l'évolution de toutes ces pierres. Et nous remercions vraiment vivement et chaleureusement toutes les personnes qui ont participé. Donc voilà, ce parcours nous a certainement changé, mais nous avons eu un plaisir énorme et nous avons beaucoup, beaucoup appris. Merci. J'aimerais remercier Cédric Maronda, notre graphiste, Pedro de las Rosas, qui a fait les photos, et notre imprimeur, Monsieur Rossier. Et une phrase du philosophe Hegel, la pierre seule est innocente.
Et je pense que si vous regardez ces images, vous ne marcherez plus de la même façon sur cette jetée. Et c'est ça ce que nous cherchons. Et pour nous aussi, c'est important. Merci. Voilà, ce magnifique vernissage s'achève et il y a peut-être une petite verrée qui va nous attendre. Si vous voulez aller tout au fond, sur la partie gauche, il y a une table qui est réservée. Alors ça va être un peu compliqué parce que nous sommes nombreux et je ne sais pas si on peut rester debout. Mais on va trouver des solutions, on trouve toujours des solutions. En tout cas, merci de votre présence.